Depuis quand pratiquez-vous la plongée et dans quel milieu? La plongée, ça fait donc une vingtaine d'années que je fais de la plongée. Dans quel milieu? Dans tous les milieux. Donc de la formation en piscine, confirmation de formation en fosse de plongée et après en mer. À chaque fois, c'est des plongées totalement différentes. Quels équipements portez-vous et combien devez-vous être pour plonger? Alors l'équipement, tout dépend de la mer où on se trouve, parce que bien entendu, on ne va pas prendre le même équipement en Bretagne ou en Égypte. L'eau, elle est à 14 degrés d'un côté et elle est à 25 de l'autre. Donc on a une combinaison en principe qui est adaptée à la température de l'eau. Donc en Bretagne, on aura des combinaisons plutôt, on va dire, de 7 mm. Et puis pour les pas trop frileux en Égypte, on va prendre plutôt ce qu'on appelle des shorties. Donc c'est des petites combinaisons pas très épaisses qui sont coupées au niveau des pieds puis des mains. Et vous devez être combien pour plonger? Alors, on est en palanquée, donc il y a toujours un responsable de la palanquée, sauf si on a l'autonomie donc, à un certain niveau, mais sinon c'est 4-5 personnes maximum. Okay. Quel niveau de plongée avez-vous et pouvez-vous nous dire quel niveau il existe et quels entraînements doit-on suivre pour les atteindre? Alors, moi je suis ce qu'on appelle le E2, c'est formateur, ça veut dire que je suis niveau 4 de plongée plus initiateur. Donc après, combien de niveaux existent? Proprement parlé, pour la plongée, 3 niveaux. Le niveau 1, qui permet d'être encadré, de plonger encadré à 20 mètres. Il y a le niveau 2, qui permet d'être autonome à 20 mètres et encadré à 40 mètres. Et le niveau 3, qui permet d'être totalement autonome. Donc normalement 60 mètres, mais c'est limité à 40. Et autorisation spécifique du directeur de plongée à 60 mètres, en fonction des conditions. Et il existe quand même à côté de ça donc le niveau 4, qui sert à être guide de palanquée. Et le niveau 5, qui sert à encadrer. Et après il existe E3 et E4. E3 c'est MF1, moniteur fédéral, donc 3e niveau. E4 qui est niveau 4, moniteur niveau 4, donc lui permet de former tous les autres niveaux. On nous a dit que vous aviez eu un accident. Acceptez-vous d'en parler? Que s'est-il passé exactement et quelles ont été les conséquences sur votre santé? Alors, on va commencer par les conséquences. Heureusement pour moi, aucune. On parlait, oui, il n'y a pas de problème. Donc l'accident que j'ai eu, c'est ce qu'on appelle un accident donc, immérité. Donc je n'ai fait aucune erreur. C'est juste, c'est ce qu'on appelle, j'avais un FOP. Donc c'est un passage entre le cœur droit et le cœur gauche. Et lors d'un effort, le passage, donc ça s'est ouvert. Il y a des bulles qui sont reparties dans la circulation sans avoir été, on va dire, nettoyées, purgées par les poumons. Et se sont bloquées donc dans l'oreille interne. Ce qui a provoqué perte totale d'équilibre. Donc vomissement, etc. Heureusement, c'était une sortie club. Donc quand on fait des sorties club, on emmène tout ce qu'il faut. Donc on avait tout de suite l'oxygène. Donc ça a tout de suite été détecté. On m'a mis tout de suite sous oxygène. On a appelé les secours. Les pompiers sont venus, donc ont pris la relève, m'ont emmené à l'hôpital. Je suis resté au moins 4 ou 5 heures sous oxygène. Et après, j'ai fait plusieurs séances de caisson hyperbare. Donc pour recomprimer les bulles, pour de nouveau recirculer normalement. Et au bout d'une semaine, donc, avec des séances différentes de caisson, j'avais plus aucune séquelle. Après, quand je suis rentré en France, parce que c'était en étranger, j'ai passé des contrôles. J'ai voulu savoir pourquoi j'avais fait l'accident, puisque pour moi, j'avais aucune raison d'avoir fait cet accident, puisque j'avais transcrit aucun protocole. Donc je suis allé à l'hôpital, j'ai fait ce qu'on appelle une échographie transœsophagienne. Donc c'est pour voir le problème, et c'est là qu'ils ont donc détecté le FOP. Après je me suis fait opérer, donc je me suis fait faire un shunt, enfin boucher le shunt. Donc j'ai une prothèse au niveau du cœur qui a complètement bouché le passage. Et depuis, je peux replonger, parce que sinon, la plongée, c'était fini pour moi. Avez-vous déjà été témoin d'un autre accident? Non, pas vraiment, hormis
une personne, une fois qui a paniqué lors d'une plongée, le moniteur qui était avec lui a suspecté éventuellement un accident, mais on l'a sorti de l'eau. Bon, comme il y a des protocoles, on a suivi, donc on a appelé tout de suite les pompiers, ils sont venus, ils l'ont mis sous oxygène, ils l'ont mis aux caissons hyperbares, et après ils ont fait au niveau les médecins ont fait des contrôles et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas du tout d'accident, c'est juste une panique. Que ressentez-vous quand vous plongez et qu'est-ce qui vous attire? Alors ce que je ressens, une détente complète, un laisser-aller, et c'est magnifique, quoi. Tu es là, tu as l'impression de voler, tu es dans un élément, c'est vrai qu'il n'est pas le nôtre, mais on est tellement bien, c'est tellement décontractant que c'est que du bonheur. Pourquoi avez-vous commencé la plongée? Un petit peu par accident. J'étais en bord de mer, au départ j'aime beaucoup l'eau, mais j'étais en bord de mer, il y avait un club de plongée, puis comme je suis un petit peu, j'aime bien toucher à tout, je me dis tiens, pourquoi pas essayer, j'étais en vacances, donc c'était le moment ou jamais, il y avait le club juste à côté, je m'y suis pris au jeu, donc j'ai passé mon niveau 1, donc ça a duré une semaine, c'était très rapide, parce que le niveau 1 en mer ça va très vite. Et quand je suis rentré, on en a discuté avec des copains, puis j'avais un copain qui était inscrit dans un club. Puis, du coup, je suis allé au club et puis j'ai passé les différents niveaux. La pratique de la plongée a-t-elle morphologiquement changé votre corps, et surtout au niveau des poumons, ou ça n'a rien changé? Non, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Avez-vous un suivi médical avant et après vous plonger? Non. On a uniquement une visite médicale, mais un petit peu comme tous les sports. Passer un certificat. Pour avoir un certificat. Avant, la réglementation obligeait, pour le passage de niveau, de passer par un médecin du sport, un médecin fédéral ou hyperbare, et même ça, c'est en train d'évoluer. Donc ça devient un petit peu comme tous les sports, où ce serait plutôt maintenant un médecin généraliste, voire pas du tout de médecin. Je pense que c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc vous êtes aussi formateur? Oui. Et combien de personnes formez-vous par an? Ça dépend des gens qu'on a, donc c'est des groupes. Donc dans le club, on change régulièrement, donc on fait une année de la formation niveau 2, de la formation niveau 3, de la formation niveau 1. Là cette année on fait le niveau 1, donc on a 5 élèves. On est 3-4 moniteurs, après ça dépend des séances. Après tout dépend des élèves, tout dépend des moniteurs, mais en règle générale on essaye le plus possible d'être en individuel. Après parfois, maximum de toute façon en formation, on a 2 élèves, puisque sinon après, pendant qu'un travaille, les autres regardent, et c'est pas très amusant, quoi. Surtout en piscine où il n'y a pas grand chose à voir. Existe-t-il un protocole de sécurité sous l'eau pour si jamais il y a un problème avec un plongeur? Oui, alors chaque problème a son protocole qui est adapté. En règle générale, on va dire pour simplifier, en cas de problème, quel qu'il soit, on arrête la plongée. Enfin, on prend le plongeur qui est en détresse entre guillemets, on le sécurise, donc on le prend, on l'attrape, on lui montre qu'on est présent, qu'il n'y a pas, il n'a plus lieu de paniquer, donc théoriquement déjà ça soulage. On remonte tout de suite un petit peu pour diminuer la pression sur son corps. Et à ce moment-là, de toute façon, c'est fin de plongée et on remonte en suivant le protocole. Donc en fonction de l'accident, parce que si vraiment c'est un accident de décompression, donc on monte direct, on ne s'occupe pas des paliers. Si c'est un essoufflement, une petite panique, etc., on suit quand même le protocole et s'il y a des paliers à faire, on fait les paliers. Après, on s'adapte au type d'accident et au protocole qu'on avait à faire, parce que ça sert à rien c'est un petit peu comme partout, paniquer et créer un suraccident. Le but justement c'est limiter, donc vaut mieux rester lucide et en fonction de l'accident, faut pas, parce que la personne est un peu essoufflée, remonter comme des fous pour faire encore pire que ce qu'il y avait au départ, quoi. D'accord. Donc jusqu'à quelle profondeur vous plongez? Je plonge puisque mon niveau me permet de plonger jusqu'à 60 mètres et quoi qu'il advienne, la plongée à l'air est limitée à 60 mètres par la fédération.
Après, il faut plonger avec un mélange d'air, c'est ça? Après on plonge au mélange. Donc après, c'est un autre type de plongée qui est très technique. On a plusieurs bouteilles et on fait ces mélanges et là, on peut descendre beaucoup plus profond. Avez-vous un métier en parallèle? Oui. Oui, puisque je ne suis que simple bénévole, c'est une association et on fait ça dans le cadre de plaisir, c'est uniquement pour se faire plaisir et essayer de faire plaisir aux autres. À aucun moment je ne touche un centime de ce que je fais. Bon, bah, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté de nous rencontrer. Avec plaisir.